La barrière de corail de Nouvelle-Calédonie, dans le sud Pacifique. C'est la deuxième plus grande barrière corallienne du monde, après celle d'Australie. Les récifs de coraux font partie des écosystèmes les plus riches au monde. Environ 10 000 espèces ont été répertoriées dans les récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie. C'est une réserve alimentaire pour plus d'1 milliard d'hommes dans le monde. Mais le corail est aujourd'hui menacé, et son principal ennemi, c'est l'homme. Voici Pascale Chabanet, une spécialiste mondiale des récifs coralliens. Depuis des années, cette amoureuse des fonds marins étudie les récifs du monde entier. Elle sait que la plupart sont en danger. Waouh, c'est super! Donc tu vois, cette barrière, en fait, elle s'étale sur 1600 km tout autour de la Grande Terre. Et là-dessous, quand on ira plonger, c'est un vivier d'animaux, de végétaux, c'est extrêmement riche et c'est absolument magnifique. Magnifique, oui, mais jusqu'à quand? Car le corail est fragile. Contrairement à ce qu'on croit, le corail n'est pas un caillou, mais un animal bien vivant qui a besoin d'un milieu préservé pour survivre. Sur les récifs calédoniens, les eaux sont encore d'une extrême pureté. D'infinies variétés de coraux peuvent donc s'y épanouir à l'aise. C'est ici que Pascale décide de plonger. Quand je plonge, c'est un monde difficilement descriptible, mais complètement magique. On a des coraux branchus, on a des coraux massifs, on a des coraux encroûtants, des coraux tabulaires, donc une diversité de formes assez élevée. Le corail, c'est cet animal qui ressemble à une petite fleur. On l'appelle le polype. Sa reproduction a lieu plusieurs nuits par an, quelques jours après les pleines lunes de printemps. Comme une neige à l'envers, des milliards d'œufs remontent vers la surface et se disséminent sur le récif. Dès qu'ils trouvent un support favorable, les jeunes polypes s'installent et commencent à construire leurs charpentes de calcaire avec lesquelles ils édifient les grandes barrières de corail. Mais le polype ne peut se nourrir seul. Pour cela, il doit s'associer avec des algues. Le polype a la particularité de vivre en association avec des algues symbiotiques qu'on appelle les zooxanthelles. Et c'est cette association en fait qui va donner la force au corail de construire un squelette calcaire. Ce qui donne la couleur au corail, c'est donc en partie les zooxanthelles et aussi des pigments que le polype a dans ses tissus. Il y a vraiment une notion qui est importante à réaliser, c'est qu'un récif en bonne santé, c'est un récif qui a des couleurs. Mais le corail est fragile. Il suffit d'une faible variation du milieu pour le faire mourir. Suite aux changements climatiques actuels, les eaux peuvent être anormalement chaudes pendant plusieurs semaines. Sous l'effet du stress, le polype expulse les algues qui le nourrissent. Le corail blanchit et finit par mourir de faim. Cette mort blanche frappe toutes les barrières coralliennes du monde. Pour l'instant, celle de Calédonie semble épargnée. Mais jusqu'à quand? Pour Pascale Chabanet, d'autres menaces planent sur les coraux calédoniens. Et cela à très court terme. Les principales causes de dégradation des récifs coralliens sont surtout dues à l'impact de l'homme, donc et à l'augmentation de la population sur les zones littorales, qui veut dire augmentation de la population. Il y a plus d'urbanisation, il y aura plus de déchets, plus de pollution chimique. Pour constater toute l'étendue de ces menaces, il faut s'envoler vers le sud de l'île. Nous y voici. Jusqu'à présent, la région était très préservée. Mais aujourd'hui, pour exploiter une énorme mine de nickel, on a coupé des milliers d'arbres. Là, quand on voit de loin, on peut imaginer l'impact de l'érosion. Si tu dévégétalises, si tu enlèves la couverture végétale, par exemple pour l'extraction minière,
Si des précautions ne sont pas prises, dès qu'il y a une grosse pluie, la terre peut être charriée vers les rivières et la mer. Il se produit alors un phénomène de sédimentation. Les tonnes de terre qui se déversent dans la mer recouvrent les coraux. Beaucoup d'entre eux pourraient mourir étouffés. Mais il y a pire. Dans quelques mois, cette mine de nickel pourrait déverser des produits potentiellement toxiques dans le lagon. Les défenseurs du lagon ont donné l'alerte. Ils craignent une pollution majeure. Chaque semaine, les militants de l'association Corail Vivant font le tour du chantier. Impuissants et indignés, ils découvrent une centaine d'engins qui ratissent tout sur leur passage. Ce matin, Marina et ses amis contrôlent la mise en place de cette canalisation qui déchargera les déchets polluants à quelques kilomètres seulement de la réserve marine que les pouvoirs publics veulent protéger. Le tuyau va passer par ici, voilà, qui va se terminer ici avec un diffuseur. On n'a même pas le droit d'y mettre les pieds, et bien c'est précisément là que le gros tuyau va déverser son jus. À quoi ça sert de mettre une réserve si à côté de ça on vous fout des rejets toxiques à plus en finir, quoi. Marina, présidente de l'association Corail Vivant, est atterrée par ce qui est en train de se jouer sur son île depuis quelques mois. Son lagon de petite fille est comme assassiné. Moi j'ai passé toute mon enfance à venir ici, pique-niquer, camper, jouer avec mes frères et mes sœurs. Et là, il y a 100 hectares de mon enfance qui part en fumée. Franchement, c'est quelque chose qui me fait mal au ventre parce qu'on est en train de détruire, on est en train de dénaturer ce pays. Mais le nickel est la principale ressource naturelle de Nouvelle-Calédonie. L'État français a injecté près de 250 millions d'euros dans cette usine. Et l'usine pourrait fonctionner en 2008. Marina a donc choisi de porter la lutte sur un autre terrain. Je me bats pour inscrire la barrière de corail au patrimoine mondial de l'UNESCO parce que moi, ce qui m'anime, c'est de garder tout ce trésor de biodiversité que j'ai connu et qui est peut-être en train de nous filer sous les mains. Pendant ce temps, Pascal Chabanet entreprend de sensibiliser les générations futures à la préservation du corail. Pour cela, elle les emmène sur place. On les emmène en plongée pour voir le milieu. On a parlé de choses, de corail, de polypes, de tas de petites choses. Ils sont vivants, voilà. Ils sont vivants. Tout à fait. Je pense qu'une fois qu'on voit ça, une fois qu'on voit cet écosystème absolument magnifique, magique, tous ces poissons de partout, on a envie de le protéger, quoi. C'est quelque chose de plus réaliste. Juste voir des yeux d'enfants écarquillés à regarder tout ça et à être étonnés, c'est tout bénef, quoi. Après, les enfants font leur petit chemin de leur côté, ils le protégeront naturellement et tout se fera tout seul. On n'a plus besoin d'être là, quoi. C'est pas parce que quelque chose est beau et que quelque chose va bien qu'il faut pas s'en occuper. C'est souvent plus difficile de restaurer, plus difficile de remettre en état que de s'occuper en fait de cette barrière tant qu'elle est encore en bonne santé. Sommes-nous condamnés à choisir entre le nickel et le corail, entre le développement industriel et la protection de l'environnement? C'est un faux dilemme. On peut avoir l'un et l'autre, à une seule condition: raisonner en termes de développement durable, privilégier des procédés industriels non polluants. Sans doute est-ce un peu plus cher à court terme, mais c'est à coup sûr parier sur l'avenir.